C'est parti pour une deuxième vidéo sur justement le synchrone. C'est parti, on y va. Pas vu la partie asynchrone sur l'expérience Middlebury College, je vous conseille vivement d'aller la voir où je vous explique un petit peu le contexte institutionnel de Middlebury et un petit peu comment fonctionne le programme et ça vous aidera davantage à comprendre cette vidéo. Je vous la laisse ici parce que je sais plus si c'est là ou là, je pense que c'est ici. Donc Middlebury College, c'est une école de langue et donc cet été, pour la première fois depuis 100 ans, on avait rendez-vous en ligne plutôt que sur le campus physiquement et on a dû du coup faire nos cours de manière efficace en ligne et à distance et ça a été bien évidemment tout un challenge. Pour cela, on a mis en place des stratégies pour la gestion asynchrone des cours mais aussi pour la gestion synchrone des cours. Donc en gros, comment on a fait pour gérer ce programme intensif en synchrone avec nos étudiants. Nous avions donc un groupe de niveau A2. Moi j'avais 9 étudiants, mon collègue en avait 10 ou 11. On s'est réparti les choses un peu comme ça parce que les miens avaient probablement pas un niveau aussi solide que l'autre groupe et je voulais en avoir moins pour pouvoir un peu mieux gérer de manière asynchrone et synchrone au cas où il y aurait un petit retard, sachant que le programme qu'on a élaboré c'est exactement le même. C'est exactement le même entre les deux. Aujourd'hui je vais vous parler des stratégies qu'on a mis en place avec mon collègue pour justement gérer ce groupe d'étudiants et pour leur permettre d'atteindre le niveau espéré après 7 semaines de cours. Donc on avait cours tous les jours, du lundi au vendredi, 3 heures synchrones par jour. Et pour ce faire, l'université nous a mis à disposition la plateforme de vidéoconférence Zoom. Et tant mieux. Il y a d'autres options, il y a Microsoft Teams par exemple, et il y a aussi Google Hangouts, il y a aussi Skype, classique Skype, mais vraiment pour donner cours en ligne, surtout quand on a une tablette comme moi, il n'y a pas mieux que Zoom. Il n'y a vraiment pas mieux que Zoom, à mon avis pour l'instant. Alors, quelles sont les stratégies qu'on a mises en place? Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de 8 moments, 8 stratégies qu'on a mis en place pour le synchrone. Et le but ultime, bien évidemment, c'était de mettre en place la classe inversée et de les faire parler le plus possible pendant ces 3 heures. Première stratégie, premier moment, c'est le tour de table. Hyper important quand vous êtes à distance, hyper important quand vous êtes en ligne. Avec le tour de table, vous permettez à vos étudiants d'avoir la parole. Ça permet aussi un petit peu d'attendre les personnes qui sont encore en train de se connecter. Et donc chacun va dire quelque chose. Donc ça peut être par exemple reprendre un point de grammaire en posant la question qu'est-ce que vous avez fait hier. Ça peut être tout simplement leur demander comment ça va. Et le fait de parler comme ça, 1 minute chacun, ça crée un espace et ça crée un effet de groupe, de classe. Ça leur permet aussi par le côté répétitif d'avoir cet input. Par exemple, c'est très répétitif de dire qu'est-ce que tu as fait hier, j'ai fait, j'ai mangé, j'ai vu. Mais chacun, juste en entendant justement ces répétitions de passé composé, ça va aussi permettre de faire entrer ce passé composé. La deuxième stratégie, deuxième moment qu'on a mis en place, c'est de systématiser des expressions idiomatiques. Voilà, on a fait ça à partir de la 2e semaine. On s'est dit, bah tiens, pourquoi pas. Et donc, autour d'une image, autour d'une expression idiomatique, on leur demandait justement de deviner ce qu'elle voulait dire, de l'utiliser dans une phrase. Encore une fois, il y a un côté répétitif qui permet justement peut-être d'assimiler un petit peu plus cette chose-là. On a essayé d'être varié, de représenter un maximum la francophonie et d'utiliser aussi celle qu'on utilise le plus. Troisième moment, stratégie, c'est un caout. Donc juste après justement ces 2 petits moments, on leur mettait un caout. Ça permettait de réviser par exemple la grammaire, le vocabulaire, qui est très riche dans Edito. C'est le manuel qu'on utilisait. Ce petit caout permettait encore une fois de donner un petit peu aux étudiants l'occasion d'être un peu compétitifs avec leurs camarades de classe. Et donc ça instaurait de manière ludique, fun, un moment sympa, décontracté, mais aussi par rapport à la grammaire et au vocabulaire. Et ça, les retours sont assez bons. Ils étaient très contents de ce moment caout. Quand ça arrivait, ils étaient là, ouais, prenez vos smartphones. J'exagère peut-être un petit peu. Ils étaient, cool. Quatrième moment, quatrième stratégie, quatrième outil qu'on a mis en place, c'est justement de les séparer en petits groupes pour permettre justement ce qui parle un petit peu plus. Et ça, on a pu le faire grâce aux Breaking Out Rooms de Zoom. Ça, c'est quelque chose, ça a peut-être changé, mais sur Skype, ça n'existe pas. Sur Microsoft Teams, il y a encore pas longtemps, ça n'existait pas, c'était un problème. Vraiment, merci Zoom. Les étudiants
apprécie énormément les Breaking Bad Rooms. La gestion des Breaking Bad Rooms est très simple. En bas de votre Zoom, vous avez donc plusieurs commandes, partager, sécurité, chat, et vous avez aussi le diviser, le petit icône diviser. Cette icône va vous permettre d'organiser vos groupes, alors soit de manière aléatoire, soit vous pouvez vous changer les groupes, et vous pouvez instaurer un temps. Moi en général, j'aimais bien faire au moins 10 minutes, parce que comme ça me permettait moi en tant que professeur d'aller, parce que vous pouvez aller dans ces mini réunions, vous pouvez rejoindre ces mini-réunions et y passer généralement 3 minutes. Quand on rentre dans ces mini-réunions, dans ces breakout rooms, il y a deux choses qu'on peut faire. On peut rentrer sans la vidéo et sans le micro, c'est une stratégie, ou alors on rentre vidéo, micro allumé. Au départ, ce que je faisais, c'est que je rentrais avec micro et vidéo fermés. Mais en fait, finalement, parce que je voulais pas les déranger, je voulais pas les couper dans leur truc, mais c'est hyper intrusif en fait, ça donne quand même une notion de prof qui est en mode gna 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 gna, je vais écouter ce que vous dites. Et en fait, moi du moins, j'ai fini par abandonner ça et je rentrais tout simplement, je voulais pas perdre de temps et je rentrais. Généralement, ce qui se passait, c'est que c'était pour eux l'occasion de me poser plein de questions. Comment on dit ça? Comment ça fonctionne, et ils étaient super contents d'avoir ce petit moment comme ça juste avec le professeur où ils étaient 2 ou 3. Le seul désavantage, mais ça vous pouvez rien y faire, c'est que quand vous êtes dans une réunion, vous n'êtes pas dans les autres. Mais ça, malheureusement, à distance et avec un seul canal audio, vous pouvez pas de toute façon avoir l'oreille partout, au contraire d'une salle de classe où même quand vous êtes avec un groupe, vous avez quand même possibilité d'entendre un petit peu ce qui se passe. Bon là c'est pas possible, mais c'est pas grave. Cinquième stratégie au moment, c'est un petit peu le moment du sondage. Alors, est-ce que je le faisais systématiquement? Non. Mais j'aimais bien le mettre en place parce que justement, distance transactionnelle à son pic, et nous, on essaye bien évidemment de baisser cette distance transactionnelle. Si vous voulez en savoir plus sur la distance transactionnelle, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, je vous la mets ici, et je vous conseille d'aller la voir pour comprendre un petit peu ce que c'est cette distance transactionnelle. Mais c'est un point très important, diminuer la distance transactionnelle. Donc, augmenter un maximum le dialogue entre les élèves et le professeur. Et donc, le sondage, c'est une manière en fait d'être là et d'avoir un feedback sur comment ils se sentent, est-ce qu'ils se sentent perdus, est-ce que le vocabulaire ça va, est-ce que la grammaire ça va, est-ce que c'est compris. Parce que parfois vous pouvez faire un tour de table et demander ça va, vous avez compris, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire ou alors silence. Et ça c'est pas possible. Donc Zoom permet de mettre en place un sondage, mais il faut faire le sondage avant de lancer la réunion. Donc au moment où vous créez votre réunion avec la date, le nom et que vous créez le lien, vous avez une possibilité en fait de créer quelques questions et un sondage. Je trouve pas ça super simple, je trouve pas ça très joli, très pratique. Donc le mieux peut-être, à mon avis, c'est d'utiliser un outil comme Mentimeter. Mentimeter en fait ça vous permet de prendre un petit peu la température. C'est avec leur smartphone, c'est plutôt simple et vous pouvez faire ça pendant la pause par exemple. D'accord? Si vous décidez de faire une pause pendant votre cours, vous faites ça pendant la pause ou à la fin de votre cours et vous prenez un petit peu la température. Ou au début de votre cours d'ailleurs, c'est tout à fait possible. Sixième chose qu'on a mis en place, c'est la grammaire. La grammaire, elle était vue en amont, classe inversée. On souhaitait pas que le point de grammaire soit découvert en cours. Encore une fois, dans un souci de pas trop leur voler du temps. Est-ce qu'on voulait qu'ils aient compris exactement le point de grammaire une fois en cours? Non, pas forcément. Mais au moins qu'ils l'aient vu, qu'ils l'aient découvert à travers d'exemples en asynchrone, donc avant le cours. Est-ce qu'on peut attendre que tous nos étudiants aient vu le PowerPoint ou le document ou la capsule vidéo qui introduit justement ce point de grammaire? Eh bien non, ce serait très naïf de penser que c'est le cas. Donc à ce moment-là, toujours prévoir 10 minutes, 10 à 15 minutes, ça dépend, parfois ça peut prendre plus longtemps, mais prévoir un moment dans le cours, avant la réutilisation dans des activités de production orale par exemple, prévoyez un petit moment pour voir la grammaire. Et alors, c'est le moment de demander à vos étudiants quel est le point de grammaire que vous avez vu avant le cours. De quoi ça parle? À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se forme? Et laissez vos étudiants participer. Parce que en expliquant aux autres, peut-être qui n'ont pas vu le point de grammaire, déjà c'est le fait de l'explication pair par pair. C'est cool, ça veut pas dire qu'il faut pas vous expliquer. Moi je réexpliquais à chaque fois. Mais il y a un truc qui est sympa dans justement cette création un petit peu d'esprit de classe. Et aussi la personne, forcément l'étudiant qui explique va retenir davantage d'informations. Donc vraiment c'est tout bénef. Et est-ce qu'on faisait des exercices lacunaires en cours? Est-ce qu'il faut le faire? Et bah franchement je vais vous dire que oui. Il y a des exercices lacunaires qu'il faut faire en cours je pense, parce que avant justement cette réutilisation dans une activité de production orale, pour certains points de grammaire c'est pas toujours évident. Et moi je dirais quand même que par exemple les pronoms compléments, c'est un truc où j'avais l'habitude quand même de passer un tout petit peu plus de temps et d'introduire des exercices lacunaires pendant le cours synchrone. Parce qu'il y a besoin d'une systématisation
beaucoup plus élevé pour les pronoms par exemple, surtout au niveau A2. Surtout au niveau A2. Donc par exemple, le niveau A2, vu la complexité des pronoms compléments, ouais, moi je faisais des exercices lacunaires. Mais j'en faisais pas tout le temps. Quand c'était pas utile, je le faisais pas. Est-ce qu'on a utilisé des vidéos ou des documents audiovisuels pendant nos cours? Comme vous le savez, je l'ai déjà dit, je préfère que la CO, la compréhension orale, soit faite avant le cours. Parce que j'estime que c'est un travail qui est beaucoup plus bénéfique quand il est fait de manière individuelle. L'étudiant va à son rythme, écoute comme il a envie d'écouter, et de la CO, techniquement, vous en faites de manière très naturelle pendant votre cours. Ils doivent se comprendre pour pouvoir se parler. Ils doivent comprendre le professeur pour pouvoir participer, pour pouvoir suivre le cours. C'est de la compréhension orale en temps réel. Les exercices de compréhension orale, je trouve que vraiment, ils peuvent les faire avant et c'est tout aussi bénéfique. Si vous voulez absolument mettre un document audiovisuel par exemple, eh bien vous pouvez le faire. Moi j'ai eu un petit peu du mal à le faire tout de suite, j'avais vraiment l'impression de leur voler leur temps de parole. Mais finalement, je l'ai fait parce que j'ai considéré que ce point n'était pas en fait un travail de CO, mais vraiment juste un document déclencheur qui serait un document vidéo, comme j'aurais pu présenter d'ailleurs une image. Si vous considérez que votre vidéo c'est un document de déclencheur, moi j'estime que oui, il n'y a pas de problème. Alors, deux petites choses. Si vous voulez mettre une vidéo, s'il vous plaît, téléchargez-la avant, parce que le fait d'être sur Zoom et en plus de lancer en streaming une vidéo, vous allez avoir probablement un risque, c'est probable ou pas, un effet buffering, où ça rame, vous savez, où ça va pas vite. Donc pour éviter ça, téléchargez-le avant. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est que vous pouvez pas juste partager la vidéo comme si c'était un PowerPoint. Vous devez cocher deux petites choses très très importantes avant le partage. Optimiser la vidéo, partager le son de l'ordinateur. Vous avez ces deux petites options à cliquer. Cliquez sur ces deux options. Comme ça, la vidéo leur apparaîtra nette et sans décalage entre l'image et le son. Et ça, c'est top. Il faut le faire, sinon c'est insupportable. 8e chose extrêmement importante, ça concerne la Zoom fatigue. Et oui, elle est bien réelle. La Zoom fatigue, elle a commencé à un petit peu faire parler d'elle quand tout le monde s'est retrouvé un petit peu catapulté en télétravail. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur la fatigue en ligne, précisément, et on parlera de Zoom fatigue. Nous, on avait donc cours 3 heures. Ces 3 heures étaient divisées par 2 blocs d'1h30 avec une pause d'1 heure entre les deux. Sur ces 2 sessions, on a rajouté une pause au milieu, donc 40 de 5 minutes, une pause de 5 minutes. Et bien même comme ça, ils étaient fatigués. Ils ont montré une fatigue, parce que la Zoom fatigue, elle est réelle pour vous, mais elle est aussi réelle pour eux. Et donc moi, ils m'ont montré qu'ils étaient quand même fatigués, c'est-à-dire que même 40 minutes, c'était fatigant pour eux. 3 heures tous les jours, donc 15 heures par semaine, c'est extrêmement fatigant. Si je devais répéter l'expérience Middlebury en ligne, du moins un programme aussi intensif, j'essaierais d'en instaurer une autre. Même si c'est pas facile d'instaurer des pauses, surtout dans un programme aussi intensif, parce que vous devez avancer. Mais parfois, le programme, bah écoutez, si ça va trop vite, et bah faut baisser le programme, parce que si vous les perdez, ça sert plus à rien. S'ils sont plus aussi attentifs parce qu'ils sont crevés, fatigués, parce que ça les fatigue d'être constamment sur leur ordinateur, clairement, vous avancerez pas aussi bien. Donc ouais, instaurer des pauses, c'est important, ménagez-vous. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Aussi bien partager la vidéo, commenter un petit peu votre expérience en synchrone. Peut-être que vous avez eu 15 élèves, 20 élèves. Est-ce que c'était possible? Comment vous avez réussi à mettre ça en place? Moi, perso, je sais pas si je serais capable d'être la prof que je suis. Je me sentirais vraiment très très limitée. N'hésitez pas à partager votre expérience. Ciao et rendez-vous dans une prochaine vidéo.